drapeau. Remerciements au porte-drapeau. Je vous laisse sous le commandement de l'adjudant-chef Corona pour un... Parce que c'est pour eux qu'on fait tout ça, c'est pour le devoir de mémoire. Donc nous allons reprendre le cours avec le discours du conseil municipal des enfants. Je laisse la parole à Louane, notre nouveau maire. Florian. En ce jour, la France commémore le 99e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 qui mit fin à la terrible épreuve de la Première Guerre mondiale. 52 mois de combats meurtriers, de cauchemars, de privations, de souffrances et de deuil. Adrien. Nous ne pouvons oublier le courage, l'abnégation, l'espérance en la paix de ces générations venues du monde entier, qu'elles fussent européennes, africaines, américaines, asiatiques ou océaniennes. Maxence. Souvenons-nous des souffrances endurées par ces hommes en ce printemps 1917, épuisés par les combats meurtriers de la Somme et la terrible offensive du plateau du chemin des Dames. Lola. Souvenons-nous également de l'entrée en guerre des États-Unis. En ce même printemps 1917, dont nous commémorons cette année le 100e anniversaire, la France salue avec respect et reconnaissance la participation à la victoire de ces soldats américains, dont 126 000 laissèrent leur vie sur le sol de France. Louane. Dans ce même souvenir, unissons tous ces soldats de métropole, d'Afrique, d'outre-mer et des pays alliés, qui ont également versé leur sang pour la France. Une France qui sortira terriblement meurtrie de cette guerre. 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Olivia. En ce jour de commémoration, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre en appelle à la conscience et à la mémoire de chacun, afin que le sacrifice et l'espérance qui habitent toutes ces victimes inspirent nos actions en faveur de la paix, de la solidarité et de la fraternité. Chahinez. Vive la République, vive la France. Message de la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. C'est la première fois qu'on a là et là. Voilà. 99 années ont passé depuis cette fin de matinée où, ce 11 novembre 1918 à 11h, sur le front, les clairons ont surgi pour sonner le cessez-le-feu. Un conflit de 4 ans et demi s'achevait alors. Si l'avant et l'arrière communient dans la fierté nationale, c'est aussi le temps du deuil qui commence face aux pertes considérables, tant civiles que militaires. La Grande Guerre a profondément bouleversé les nations européennes. Les équilibres mondiaux sont durablement modifiés. Cette année, nous célébrons plus particulièrement le centenaire de 1917. Après 3 ans de conflit, c'est l'année de la fatigue des peuples, mais aussi le tournant de la guerre. Sur le temps long, elle s'avère déterminante pour le XXe siècle. Ses conséquences se font encore sentir aujourd'hui. D'avril à octobre, le chemin des Dames a rendu son terrible verdict. Cet échec sanglant affecte le moral des combattants et celui de l'arrière. L'armée française n'est pas seule à se sacrifier. Au prix de lourdes pertes, les Canadiens mènent l'offensive à Vimy, les Britanniques à Passchendaele. Les Italiens sont vaincus à Caporetto. Les États-Unis rompent avec l'isolationnisme et s'engagent aux côtés de l'entente. L'arrivée progressive des soldats américains change le rapport de force
et va contribuer à forger la victoire. La mondialisation du conflit s'est intensifiée. Traversée par 2 révolutions, la Russie connaît de profonds bouleversements et signe le 15 décembre une armistice avec l'Allemagne. Cette dernière va pouvoir, en 1918, concentrer toutes ses forces sur le front occidental. Victimes indirectes de la guerre, des centaines de milliers d'enfants en portent les séquelles et se retrouvent orphelins. Ils grandiront seuls ou au sein de familles incomplètes, marquées à jamais par la perte. C'est pour leur permettre de vivre dignement que l'État crée le 27 juillet 1917 le statut de pupille de la nation. Destiné à l'origine aux orphelins de guerre, il est étendu aujourd'hui aux orphelins d'apparents tués en opération militaire extérieure ou lors d'un attentat terroriste. Le 16 novembre 1917, il y a presque 100 ans, au milieu de la tempête, Georges Clemenceau était appelé à former le gouvernement. Président du Conseil et ministre de la guerre à 76 ans, il appelle à la guerre intégrale et remobilise la nation et les armées avec l'obsession de mener la France à la victoire. En ce jour du 11 novembre, depuis la loi de 2012, nous rendons hommage à l'ensemble des morts pour la France, à ceux tombés lors de la Grande Guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale, lors des guerres de décolonisation, à ceux tombés hier et aujourd'hui, lors de nos opérations extérieures partout dans le monde. La nation reconnaissante rend hommage et perpétue l'indispensable mémoire. Du coup, vous en avez 3 pour le prix. Madame la conseillère départementale, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les membres du conseil municipal enfants, du conseil des sages aussi, mesdames, messieurs les représentants des forces publiques, gendarmerie, sapeurs-pompiers, police nationale et municipale, mesdames, messieurs aussi de l'harmonie qui nous a fait, c'est tellement plus retentissant quand c'est joué en direct par rapport à une sono, et je les remercie sincèrement sur tout ce temps, mesdames, messieurs, qui êtes là nombreux aujourd'hui encore pour cette commémoration. Alors le texte, je ne vais pas le doubler, je crois qu'on le partage tous, le texte du ministre, tous les ans. Je change un petit peu, je fais toujours en décalé, et je remets un peu d'humanité dans cette cérémonie en me focalisant une année sur Victor Chédru, qui avait été rajouté sur le monument aux morts, un soldat mort pour la France, une autre année sur des expériences au niveau de la commune, et cette année, j'ai fouillé, j'ai regardé, je suis allée à la médiathèque et j'ai retrouvé des lettres de Poilus. Je voulais vous en lire une, mais vous expliquer un petit peu le contexte, un petit peu avant la guerre. Je crois que les enfants sont là nombreux, c'était bien de le rappeler aussi. Il y eut d'abord les paillettes d'un siècle nouveau, le faste des expositions universelles, la course du progrès, la succession des dimanches calmes et sereins, la démarche chaloupée, des dactylos en goguette, dans les guinguettes des bords de Seine, de Marne ou de Loire. Les excursions en montagne ou dans les villes d'eau, le temps d'un dimanche ensoleillé. La vogue des bains de mer, les temps toujours et encore des robes longues, des épingles à chapeau, des voilettes et des ombrelles qui protégeaient du soleil, les premières fièvres du métropolitain, la magie des tramways, l'odeur de rails et d'électricité. Il y eut les formes aussi de l'art nouveau, la mode des femmes tiges aux courbes végétales qui commençaient à se délier et à se libérer de leur corset. Les Parisiennes portaient le chapeau large et le pied menu. Les hommes fumaient, les premières gauloises. Il y eut bien sûr des émeutes, des grèves, des électriciens, des fonctionnaires, des terrassiers, des postiers, des détenus de Clairvaux, des mineurs, des vignerons, des garçons de café, des chauffeurs, de taxi. Les hommes voulaient construire et modeler leur destinée. Ils voulaient partager mieux les richesses du monde. Il y eut aussi le Montmartre des peintres, du bateau lavoir, l'apparition des premiers tangos, l'inauguration du Veldiv, le vol de la Joconde, la fin de la bande à Bono, la publication de la guerre des boutons, la rencontre d'Yvonne de Quièvrecourt avec Alain Fournier, qui a écrit Le Grand Maulde et qui est mort en 1915 sur le front aussi. L'apparition des premières cabines téléphoniques, l'électrification du chemin de fer, les premières cartes Michelin, la mode des casquettes et des canotiers, l'invention de l'espéranto, c'était la paix. La promesse d'une aube nouvelle, l'insouciance de l'été, la quiétude des champs de blé parsemés de bleuets et de coquelicots qui attendaient la faux du moissonneur et du couteau de la batteuse. Ils avaient 17 ans, 25 ans, 30 ans. Beaucoup portaient le cheveu court, la moustache. Beaucoup avaient les mains et la nuque parcheminées du laboureur, les doigts usés de l'ouvrier, les ongles cassés du tourneur. Ils étaient mécaniciens, palefreniers, arpenteurs, boulangers, maîtres d'hôtel, garçons de bureau, clercs de notaire, charcutiers, instituteurs, colporteurs, rédacteurs vachés, commis, chauffeurs, livreurs. Mais soudain, ils devinrent des civils, des militaires de carrière,
des conscrits, des réservistes, des artilleurs, des marins, des fantassins, des zouaves, des aviateurs, des sapeurs, des brancardiers, des agents de liaison, des télégraphistes, des sous-officiers, des officiers, des cavaliers. Il y eut soudain les poilus. J'ai décidé de retrouver une lettre qui m'a marqué puisque à l'époque, bon, on ne l'a pas connue, à l'époque la presse ne relatait absolument pas la vérité des fronts. La France a d'ailleurs été condamnée pour avoir menti, pour avoir fait de la propagande qui n'expliquait pas exactement ce qui se passait sur le front. Vous l'avez dit tout à l'heure, plus de 4 millions d'hommes ne survécurent pas après avoir subi de graves blessures, le corps cassé, coupé, marqué, mordu, la chair abîmée quand ils n'étaient pas gravement mutilés. Les autres s'en sortirent en apparence indemnes. Il leur restait le souvenir de l'horreur vécue pendant plus de 50 mois. Cette horreur, la lettre de monsieur Étienne, et j'ai vraiment besoin de lunettes, de monsieur Tanti, qui dresse un bilan d'une guerre dont les Français étaient bien seuls à avoir pu penser qu'elle serait courte. Dès 1914, les Anglais avaient prévu que la guerre serait coûteuse en hommes et en moyens et qu'elle durerait 3 ans. Je vous lis cette lettre du 28 janvier 1915 à sa famille. Gère, toujours aussi incapable d'écrire. J'ai eu hier matin votre lettre du 23. J'ai mis une enveloppe hier soir. Il gèle épouvantablement ce matin, sans que j'arrive à me réchauffer les doigts. S'il n'y avait encore que les doigts gelés, mais le bonhomme ne vaut guère mieux, et le cafard est pire que la gelée. Car n'est-ce pas, j'ai le cafard, vous vous en doutez, et je désespère de le chasser. Il y a de quoi, et ce n'est pas aujourd'hui qu'il passera, la perspective de retourner ce soir dans le vieux secteur du Bois Carré et de reprendre la vie souterraine, nocturne et marécageuse, n'étant pas pour le dissiper. Voilà 6 mois bientôt que ça dure. 6 mois, une demi-année qu'on traîne entre vie et mort, jour et nuit. Cette misérable existence qui n'a plus rien d'humain. 6 mois qu'il n'y a encore rien de fait, aucun espoir. 6 mois qu'on a quitté le fort, que l'on est un peu moins avancé qu'au lendemain du Châtelet. Tout est à recommencer. Tout cela n'a été qu'un prélude. Nous ne sommes donc encore qu'au prologue de la tragédie, dont le premier acte commencera au printemps. Alors, les canons seront prêts, et dans l'arène lamentable des tranchées, la boucherie néronienne reprendra plus sanglante que jamais, et pareil aux esclaves antiques, on ne nous tirera de nos cachots que pour nous jeter en pâture aux monstres d'acier. Et ce sera au retour du printemps, au renouveau de la terre. Et pourquoi tout ce massacre? Est-ce la peine de faire attendre la mort si longtemps à tant de milliers de malheureux après les avoir privés de la vie pendant des mois? Hier ou avant-hier, au rapport, on a lu des lettres des prisonniers Boche. Mais pourquoi? Je n'en sais rien. Car elles sont les mêmes que les nôtres. La misère, le désespoir de la paix, la monstrueuse stupidité de toutes ces choses. Ces malheureux sont comme nous, les Boches. Ils sont comme nous, et le malheur est pareil pour tous. Il y a des gens qui cependant aiment la boucherie et qui, l'autre jour, comme le Matin, publiaient avec force détail et éloge les exploits des batafs. Dans une tranchée Boche, c'est écœurant. Après tout, d'un journal défenseur des financiers véreux et des garces de la politique, il est tout naturel de prôner des souteneurs et des brutes. Mais quand on songe que ça trouve des lecteurs ailleurs que dans les milieux d'amateurs de guillotine, que peut-on espérer? Nous retombons à la brute. Je le sens chez les autres, je le sens chez moi. Je deviens indifférent, sans goût. J'erre, je tourne, je ne sais ce que je fais. Et quand un souffle passager vient secouer les cendres et rallumer la braise, alors je suis si écœuré de tout ce qui m'entoure que j'en suis encore plus malheureux. Je vous embrasse. Étienne. J'ai trouvé cette lettre vraiment poignante et je crois qu'aujourd'hui, nous disons ensemble, non, nous n'oublierons pas. Nous n'oublierons pas tous ces morts, tous ces civils et militaires qui sont morts pour la patrie, souvent dans l'incompréhension. Nous n'oublierons pas que nous tous, nous sommes acteurs de la paix. Et nous n'oublierons pas non plus ce devoir de mémoire vis-à-vis de vous, les jeunes générations, que vous devrez aussi faire perdurer. Je vous remercie.